Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Boléder. Et dans cette vidéo, on va parler de cet objectif, ce petit objectif, qui est un Viltrox AF, donc autofocus, 20 mm f2.8 pour monture FE. Et je réponds tout de suite à la question, oui pour monture FE APS-C, mais également plein format. Ce petit objectif arrive à remplir un capteur 24-36 mm plein format, et en particulier tout ce que moi je vais vous montrer dans la vidéo, toutes les photos que je vais faire, qui seront dans la galerie aussi, vous avez ça, le lien en description, allez voir ça, je vous mets les JPEG et les RAW, donc vous avez tout, allez farfouiller, télécharger, faites ce que vous voulez avec, tant que vous ne l'utilisez pas après pour dire que c'est votre photo, mais faites-vous plaisir. Et donc, sur mon A7R5, qui est donc un plein format à 60-61 mégapixels, millions de pixels. Donc c'est Viltrox qui me l'a envoyé, je vous montre l'unboxing, donc il arrive dans une petite boîte toute compacte, hein. Déjà on se dit ah oui c'est petit, quand on déballe on va avoir un objectif qui est fourni avec ce qu'il faut en fait, hein. Contrairement par exemple à certains Canon, hein, je pense au 16 mm f2.8 hein, qui n'avait pas de pare-soleil. Là on a bien un pare-soleil qui voilà, qui est un petit pare-soleil en plastique qui mange pas de pain mais qui a le mérite d'être fourni. Donc on a bien le pare-soleil, on a bien le bouchon et on a la petite housse, et puis c'est à peu près tout hein, dans ce qui est fourni. En même temps il n'y a pas tellement besoin de plus, hein, même sur les objectifs très haut de gamme, c'est généralement ce qu'on a. Et donc on a une construction qui va être globalement tout plastique, à part la baïonnette. La baïonnette est vraiment une baïonnette complètement métallique, avec malheureusement l'absence de joint d'étanchéité, d'accord. On ne va pas avoir de joint qui permettra d'éviter que l'eau rentre. On va par contre avoir un port USB-C qui va permettre la mise à jour de l'objectif. Je ne l'ai pas essayé et je vous le dis tout de suite, tout ce que je vous montre, c'est en version 1.0, hein, je vous l'affiche là. C'est vraiment ce qui est tel quel, donc je n'ai pas fait une mise à jour, je ne sais pas s'il y a une mise à jour, mais en tout cas on pourra me faire une mise à jour via ça. On n'a pas besoin d'avoir un dock spécial comme chez Samyang par exemple. Au niveau caractéristique, donc ce qu'on voit de marqué, hein, c'est qu'on a du coup une distance minimale de mise au point de 19 cm, donc c'est quand même pas mal cool, vous allez voir après. On a donc une ouverture f2.8 et on va avoir un diamètre pour venir mettre des filtres à visser de 52 mm. Donc c'est très petit pour moi, je suis habitué plutôt au minimum du 72, donc dessus clairement j'ai mis aucun filtre, hein, sachez-le. Tout ce que vous verrez c'est les images brutes de pomme, à part quand vous aurez un CO à la fin du nom de l'image. Si vous voyez qu'entre le RAW et le JPEG il y a une grosse différence, en particulier peut-être un redressement de l'image et un travail sur les couleurs, etc. Les ombres et compagnie, derrière il y aura marqué dans le nom CO pour Capture One, ça veut dire que j'aurai édité dans Capture One, et mais sinon tout ce que vous verrez, tout même les JPEG, c'est brut sorti de boîtier, ok. Donc voilà, ce petit objectif est très impressionnant de par sa taille et de par son poids, avec son bouchon d'accord et son pare-soleil arrive à un poids de 182 grammes, juste je vous le pèse sans le bouchon, 170 grammes. Bien joué Viltrox, hein, clairement, niveau taille et encombrement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est excellent. Un truc que j'ai pu remarquer, un petit inconvénient que je trouve, c'est que, vous voyez, vu qu'il est très petit, il est tellement petit qu'en fait, quand on veut l'installer, on a tendance à le prendre plutôt par le côté de notre main, et donc soit par le pare-soleil qui va se dévisser, vu qu'on essaye d'aller juste derrière le pare-soleil et on tombe sur la bague de mise au point, on est obligé vraiment de venir ramener les doigts très proche de la monture, très proche du boîtier, pratiquement à le toucher, en particulier pour le dévisser, pour le démonter, parce que du coup on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand on prend le pare-soleil, évidemment du coup on démonte le pare-soleil, on dévisse le pare-soleil, alors que quand c'est à la monture, quand c'est pour monter l'objectif, ça passe mieux, on peut le faire avec le pare-soleil. Maintenant, qu'en est-il de ses qualités optiques? Qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Donc j'ai eu la chance en fait de l'avoir juste avant que je parte pour un voyage, un road trip en Galice pendant 5 jours, à peu près 4-5 jours, donc ça m'a permis de le tester pour de vrai sur le terrain. Beaucoup de photos, principalement de paysages, hein, clairement, enfin 99% de paysages, un peu d'architecture aussi quand même, 95% de paysages, mais aussi pas mal de vidéos, donc de vidéos pour filmer ce qui se passe, mais également me filmer moi. Très intéressant cet objectif parce que très léger, donc va pas rajouter beaucoup de poids au boîtier. Alors c'est un peu compliqué de prendre le boîtier en main avec l'objectif, du coup on tient par l'objectif, ça passe, mais c'est vrai que ça fait un peu petit, on n'a pas trop d'endroit où mettre la main, mais ça passe. Et 20 mm c'est idéal parce que vous savez, moi je filme avec la 7R5, je filme avec le mode de stabilisation, je sais plus comment il s'appelle chez Sony, mais c'est amélioré en gros, qui permet d'avoir beaucoup moins de vibrations même quand on marche, et du coup on a quand même un crop assez conséquent, et 20 mm malgré le coop, ça permet d'avoir vraiment, je trouve, un champ de vision qui est tout à fait idéal pour se vlogger. Donc voilà, pour moi ça peut être une très bonne chose pour se vlogger. On va avoir une ouverture f2.8 qui va permettre de pouvoir quand même aller dans d'assez faibles conditions lumineuses, et même hein, je vous dis, tout ce que vous allez voir en fait, 95% de ce que vous allez voir dans la
vidéo dédiée si vous êtes abonné à ma chaîne secondaire sur l'outdoor, les voyages. Je vais faire une vidéo quand j'aurai le temps de ce qui s'est passé en Galice. J'ai fait des shorts, allez voir ça, je vous ai un peu partagé mon quotidien au jour le jour, mais je vais faire une vidéo aussi générale et 95% des images auront été tournées avec ce Viltrox 20 mm f2.8. Donc si ça vous intéresse, allez là-bas, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour pas rater cette vidéo quand elle sortira. Mais donc voilà, pour vous dire, je m'en suis quand même énormément servi et franchement, bah, j'en étais très agréablement surpris, hein, vraiment. Bon, j'avais pas spécialement de arrière-pensée, si ce n'est que voilà, Viltrox est quand même réputé être assez bas de gamme, en tout cas jusqu'à présent. Et voilà, je m'attendais à un petit objectif qui serait pas forcément ultra quali et j'ai été très agréablement surpris. Déjà au niveau autofocus, que ce soit en photo ou en vidéo, il marche franchement très bien. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il était très bon. Même de près, je trouvais que ça marchait très bien. Donc, on a 19 cm de mise au point minimale et ça permet de faire un peu de macrouille, d'accord. Et en vlog, tout ce qui est détection des yeux et compagnie, aucun souci. Vraiment, je crois que j'ai eu aucun bug, hein, où il a bugué, où il a pas fait l'autofocus quand je me vloguais. Pour un petit objectif comme ça, avoir l'autofocus, c'est génial. Et un autofocus qui, franchement, marche bien. Vraiment, je vous dis, il n'y a pas de mauvaise surprise. En plus, il fait très peu de bruit. Même en vidéo, il va pas du tout s'entendre. C'est vraiment très discret. Au niveau qualité d'image, les choses qu'on va regarder principalement chez un ultra grand angle, en tout cas moi, ça va être déjà bon, évidemment le piqué est très bon. Le piqué est très bon, franchement. Au centre, aucun souci. Sur les côtés, on perd un peu, mais franchement, même à f2.8, même à pleine ouverture, je trouve que c'est très bon. Et en particulier, j'ai une photo qui atterrit en photo de fond d'écran chez moi, de la plage d'El Silencio, je vous la montre là. J'étais à f2.8, c'est bon, c'est très bon. Et même les 60 millions de pixels, il arrive à les remplir. Et franchement, voilà, on n'est peut-être pas sur du premium, mais on n'est pas du tout sur un cul de bouteille. Donc franchement, bravo. Alors, on va peut-être gagner un peu en fermant à f4, f5, 6, mais moi je trouve que même à f2.8, c'est complètement utilisable et vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Et moi, c'est ce que je demande. Si j'ai un objectif qui ouvre à f2.8, je veux pouvoir l'utiliser à f2.8 et clairement, je l'utilise à f2.8, je l'ai utilisé à f2.8 et quand je regarde mes photos, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas, je me dis pas après coup, merde, j'aurais pas dû l'utiliser à f2.8, j'aurais dû fermer un peu. Non. Donc vous pouvez l'utiliser à f2.8. Donc ça, c'est vraiment bien. L'autre chose, c'est que on va avoir évidemment sur un ultra grand angle comme ça, on va avoir des flares qui sont en fait, alors les flares directs, vraiment les boules sont assez contenues, je trouve. On va pas en avoir trop et on va pas avoir trop de fringing. Vous savez, on va avoir une boule qui va être un peu avec un changement de coloration violet-vert. Ça va être plutôt, en fait, plus que ça, on va avoir une boule plutôt blanche et un peu de ghosting qui, du coup, va être plutôt blanc quand, en tout cas, c'est en vision directe avec le soleil. Si, par contre, on est un peu décalé, là, c'est un peu plus fort parce que c'est des choses que j'ai remarqué que après coup en regardant les photos, après coup en arrivant chez moi. On va avoir quand même un peu de ghosting, en particulier un peu de, vous savez, d'arc de cercle sur les côtés. Si on est un peu, je sais pas à 90 degrés, mais peut-être à 50-60 degrés par rapport au soleil. Et ça, même quand il est bas, même quand il tape pas forcément beaucoup, on va avoir un peu, voilà, ces phénomènes de fringing, de franges qui vont être donc plutôt sur les côtés. C'est assez discret au final, hein. C'est vraiment que quand on commence à regarder la photo pour de vrai, qu'on commence à l'éditer, qu'on s'en rend compte. L'autre chose, c'est que on va avoir de la déformation. On va avoir de la déformation très clairement et au point que, alors j'ai toujours beaucoup de mal, je sais pas pourquoi, je suis assez mauvais, mais j'ai l'impression qu'aussi il faut que je réétalonne mon Sonic, vous savez, la barre de niveau pour faire que ce soit bien droit et pas tout à fait bonne. Et j'ai dû sur beaucoup de photos, hein, quand j'ai commencé à les éditer, devoir retravailler le fait qu'il soit droit ou pas. Et même en retravaillant ça, en fait, on a un horizon, quand il prend toute la largeur de la photo, surtout quand on est en format paysage, ben, on va vite voir que on va avoir tendance à avoir les bords qui bloup. On peut le retravailler en post-prod, par exemple dans Capture One, hein, c'est ce que j'ai pu faire sur certaines photos, mais c'est quand même là. On n'a pas de correction automatique dans le boîtier aujourd'hui, hein, et même dans Capture One, moi aujourd'hui, j'ai pas eu de profil qui me permettait de corriger ça automatiquement. Et un peu plus embêtant, moi je dirais, parce qu'à la limite, voilà, quand c'est des bords et que c'est juste une déformation comme ça, d'accord, c'est pas si grave, je trouve. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand on va être vraiment sur les extrémités, sur les bords, typiquement, je vous montre une photo d'une plage là où j'ai juste horizon, mais tout en haut, vraiment sur le dernier 8e ou 10e de la photo, on voit qu'on a même des déformations, pas que dans un sens ou dans l'autre, mais même en moustache, vous savez, donc avec du coup, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc ça, beaucoup plus compliqué à corriger en post-prod. Donc ayez ça en tête. Oui, on va avoir des déformations, mais c'est
pas si important. Ça reste du 20 mm et voilà. Mais elles sont là et pour moi je dirais qu'optiquement c'est le plus gros défaut que j'ai trouvé, c'est que sur beaucoup de photos, j'ai dû essayer de corriger ça parce que ça me sautait aux yeux. Enfin en tout cas moi je voyais, moi qui ai souvent l'habitude d'avoir des horizons, je veux que ce soit droit et c'est vrai que c'est assez compliqué, alors encore plus quand c'est en moustache évidemment, mais vous voyez ça c'est vraiment au niveau des extrémités. Voilà, ayez ça en tête. L'autre chose par contre qui fait très bien je trouve, c'est qu'au niveau, vignettage, il n'y a pas grand chose du tout franchement. À toutes les ouvertures, je trouve que franchement on est sur quelque chose de très contenu. Donc bravo à ce niveau-là, Viltrox. Il n'y a pas vraiment de souci. Pour moi vraiment on pouvait l'utiliser à 20 mm plein format, toutes les ouvertures. Je trouve que c'est très contenu. Pour le coup ça on peut vraiment sans problème l'enlever en post-prod, il n'y a aucun souci. Et l'autre chose qui fait très bien, et ça c'est quelque chose que moi j'attendais et j'avais peur, c'est aberration chromatique. Il n'y en a pas, ou enfin, j'en ai pas vu. Alors j'ai pas fait de test dédié à vraiment essayer de faire de l'aberration chromatique pour de vrai, mais par exemple depuis une cave sur la plage des cathédrales en regardant l'extérieur, pas vraiment de soucis, vraiment pas vraiment de soucis. J'ai fait quand même beaucoup de photos dans beaucoup de conditions différentes et je n'ai vu nulle part les fameuses franges, les fameuses aberrations chromatiques. On a sur le bord des choses qui sont sur un fond très clair, qui commencent à être un peu irisé, à faire un truc un peu bizarre, un peu façon je viens d'une autre dimension. Absolument pas, vraiment. Ici je trouve aberration chromatique très bien contenue. On va avoir possibilité de faire des Senstar qui sont pas si mal, mais qui vont quand même un peu avoir tendance à avoir, ok, on va avoir une Senstar avec une belle étoile, avec une étoile pas belle, mais une étoile qui est là, mais on va quand même avoir des rayons qui vont être présents. On va avoir quand même 4 ou 6 rayons, je crois, qui sont quand même assez présents, et on va quand même avoir un peu des flares, des petites taches de flares qui vont être présentes aussi. Donc oui, on arrive à faire une Senstar, mais c'est pas non plus transcendant. Voilà, si votre grand kiff c'est les Senstar, clairement c'est pas le meilleur objectif pour ça. Et alors mon regret c'est de pas avoir pu vous tester ça en astrophotographie. Malheureusement c'était pas du tout à la fois la bonne période, mais c'est à la limite. Mais surtout j'étais en phase de 3/4 lune, voire j'étais pas en pleine lune, mais en phase de au moins moitié de lune, voire 3/4 lune. Donc beaucoup de lumière, donc très compliqué de vous faire quoi que ce soit en astro. Et voilà. Mais à côté de ça, vraiment, et quand je vous dis là, j'ai pu regarder les photos sur l'ordi, j'ai pu faire mes tris, etc. C'est un très bon objectif. Vraiment, je trouve que c'est une alternative à ce qu'il peut avoir sur le marché aujourd'hui pour avoir un ultra grand angle qui ouvre quand même pas mal, très compact, très léger, donc très facile à prendre avec son voyage. Vraiment, dans le sac à dos, il prend rien du tout. Dans les ICU, il prend rien du tout. Et tout ça, j'arrive, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai reçu, j'ai fait mes tests, etc. Et là, juste avant de vous faire la vidéo, d'enregistrer cette vidéo, je suis allé voir le prix. Et moi, je m'attendais, en ayant fait mon test et tout, que cet objectif, vu ses performances, moi, je m'attendais, venant de Canon, où tout est très cher parce qu'il n'y a que du Canon, même si maintenant, ça y est, enfin, la monture s'ouvre, mais je m'attendais honnêtement à avoir un objectif dans les 500 €, ça m'aurait pas paru déconnant. Cet objectif sort à moins de 200 €. Il est à 199 € sur Digiphoto, je vous mets les liens en description, et 189 € sur Amazon. C'est très impressionnant, c'est très impressionnant, et à ce prix-là, je lui pardonne complètement ces petits défauts optiques que je vous ai dit, je lui pardonne complètement de ne pas avoir de joint d'étanchéité ici, et vraiment, pour avoir un objectif ultra grand angle, pas cher, peu encombrant, en plein format sur de la monture FE, bah allez-y quoi. Un objectif que vraiment, niveau rapport qualité-prix, est à mon avis assez imbattable. Je suis très agréablement surpris et c'est une des raisons de pourquoi je suis retourné chez Sony, c'est pour ces objectifs de marque tierce. Moi, un objectif de cette taille-là, à l'époque quand j'étais en Sony A7R3, A7 III, je me serais attendu à ce qu'il soit de très mauvaise qualité ou que en MF, que en focus manuel. Bah, aujourd'hui, il est de bonne qualité en autofocus, qui marche plutôt bien à très bien, et avec très peu de défauts. Tout ça pour 180 grammes, je vous ai dit, ou 170 grammes sans son capuchon en bas, et un prix de moins de 200 €. Vraiment, allez-y. En alternative, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Sony, donc qui est un 20 mm f1.8, donc qui ouvre quand même beaucoup plus, mais qui va être beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant, et qui va sortir à près de 1000 €. Il est à 979 €, quelque chose comme ça. En moins cher et ouvrant aussi à f2.8, on va avoir un Tamron, le Tamron 20 mm f2.8, qui va avoir l'avantage d'avoir une distance de mise au
pointe plus courte de 11 cm, mais qui à côté de ça va être également un peu plus gros, un peu plus encombrant. Il sort à 220 grammes et surtout, là, il sort à 319 € même sur Digiphoto, donc allez, une centaine d'euros plus cher, donc quand même plus 30%. On va avoir également chez Viltrox pour le coup un 20 mm f1.8 mais beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant, mais surtout pas autofocus, donc en manual focus, donc ça m'intéresse pas. Donc en prime, vous voyez, pas tant de choix que ça, et c'est clairement de très loin le moins cher pour cette distance focale et cette ouverture. Si vous voulez aller sur du plus ouvert, quitte à mettre près de 1000 € sur le 20 mm f1.8 de chez Sony, moi personnellement, en tout cas pour mon cas, je préfère clairement, ok, mettre 50% de prix en plus, mais partir sur un 14 mm f1.8 qui est une petite merveille que personne d'autre encore aujourd'hui n'a réussi à faire ailleurs, hein, chez les autres concurrents. On a vu même le Sigma qui est sorti bien après, en fait, est une grosse déception en étant beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant. Donc, si vraiment votre truc c'est l'astrophoto ou l'ultra grand angle très lumineux, moi entre mettre 1000 € dans un 20 mm f1.8 ou 1500 € dans un 14 mm f1.8 de cette taille-là, de cette compacité-là, perso je prends sans aucun doute, et c'est bien pour ça que je l'ai pris, le 14 mm f1.8. Donc voilà, donc en prime pour moi, si vous êtes plutôt au point de vue de budget, clairement ce truc-là, ça vous permet d'avoir de l'ultra grand angle assez lumineux dans votre sac à pas cher, 200 balles, c'est rien du tout, vraiment, vraiment. Bravo Viltrox. Oui, l'objectif est tout simple, oui, on n'a pas de bouton, etc. Pour passer en AMF, par exemple, du coup, ça me fait bizarre de devoir repasser via le menu ou via le truc autofocus, mais c'est rien par rapport au prix de cet objectif, l'encombrement, le poids. Ce truc-là, ça pourrait être un objectif micro 4 tiers. Vous le mettez dans votre sac, vous y pensez plus, en avant. Vraiment, bravo Viltrox à ce niveau-là. Pour ça, je vous le conseille énormément. Et à côté de ça, si les autres alternatives, ça va être par exemple, toujours chez Tamron, si on part maintenant sur du zoom, on va avoir le 20 mm 40 mm f2.8 qui va sortir quand même à 769 €, donc quand même 3 fois le prix, un peu plus de 3 fois le prix, pratiquement 4 fois le prix de celui-là. Oui, on va avoir un zoom, vous savez ce que je préfère beaucoup. Et moi, encore une fois, je vous donne mon avis en tant qu'utilisateur et ce que moi j'en pense, mais quand je suis passé en Sony A7R5, je me suis tâté à prendre le 20-40 mm f2.8 de chez Tamron et je suis finalement allé, quitte à avoir un zoom, sur le 20-70 f2.8 de chez Sony. Pourquoi? Parce que 70 au lieu de 40, ça fait quand même une grosse différence, hein. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. Je vous rappelle, avec mon A7R5, si je me mets en APS-C, j'ai mon crop 1,5 fois qui me permet d'arriver pile poil à 105 mm, donc ça me fait un équivalent 20-105 au lieu d'un 24-105, pour un truc qui est encore une fois très contenu niveau taille, niveau poids. F4, le piqué est fou, très peu de distorsion, l'autofocus est dingue, voilà, un objectif absolument génialissime, et alors qui va être plus cher, mais vous voyez, donc là je vous ai dit le Tamron il sort à 769 €, le 20-70 de chez Sony je crois qu'il sort à 1000 et des bananes, 1200, quelque chose comme ça. Il est quand même plus cher, non pardon, il est à 1500 €, donc on est quand même 2 fois plus cher, mais moi j'ai préféré partir là-dessus pour la distance focale et parce que je savais que si j'avais besoin de très lumineux en ultra grand angle, 20 mm f2.8 c'est cool, mais 14 mm f1.8 pour moi c'est bien mieux. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix et pourquoi je ne suis pas déçu de ne pas avoir vu ce Viltrox avant, que ce Viltrox ne soit pas sorti avant, mais si j'avais pas le budget, parce que là quand même ces deux objectifs là ça fait 3000 balles à ces deux objectifs là, si j'avais pas eu de budget, clairement je me serais peut-être orienté vers un Tamron 20-40 f2.8 et ou un autre, peut-être un 24-105 pas cher, ou peut-être je serais resté que sur le 35-150 hein, de chez Samyang. Et pour avoir de l'ultra grand angle lumineux, pour faire de la ville, pour faire de l'urbain, pour faire de l'architecture et pour faire de l'astrophoto, j'aurais pris oui, parce que voilà l'alternative à ce prix-là, à ce poids-là. Voilà, c'est ma conclusion. Bravo Viltrox, franchement, moi, ces petits défauts qu'il y a là, pour ce prix-là, aucun souci, je vous le conseille les yeux fermés. Voilà, c'est pourquoi on aime Sony, c'est pourquoi Sony est bon, c'est d'avoir ouvert sa monture, d'avoir des constructeurs tiers qui permettent de faire des petites hallucinations comme ça qui sont assez dingos. Et donc bravo Viltrox, merci de m'avoir envoyé cet objectif. Et voilà, moi je vous le conseille, je vous redis, allez voir tout dans la galerie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire pour voir la vidéo quand elle sortira, voir ce qu'il peut donner en vidéo, mais je vous dis, en tout cas sur cette sortie-là, clairement on n'est pas sur du sport, mais du 20 mm c'est parfait pour ça. Sur du
paysage, vraiment j'ai eu aucun souci, ça marche très bien et j'en suis très content et c'est un objectif que du coup j'aurai dans mon sac parce que mine de rien ça permet d'avoir quelque chose de très léger et du 20 mm f2.8. Voilà, je vous laisse ça, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cet objectif, si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, si peut-être vous en avez préféré un autre et pourquoi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos, hein, en particulier les tests sur tous ces objectifs qu'évidemment je dois vous faire quand j'aurai du temps, et peut-être d'autres objectifs si on m'en envoie d'autres chez Sony. Voilà, je vous laisse ça, à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites de belles photos, de belles vidéos, tout ça, tout ça. Allez, salut!